Dans chaque conte, il y a toujours ce moment maudit où la rivière calme se trouble, où la chèvre docile décide de manger les feuilles sacrées du chef du village. À Boucanda, ce moment arriva sous la forme d'un bal. Oui, un bal. Un bal grand comme on n'en avait pas vu depuis les indépendances. Tout commença un matin, sous le grand manguier du lycée. Un frisson parcourut les élèves, une rumeur courait plus vite qu'un chien affamé. Un homme d'affaires, Monsieur Bacot lui-même, le propriétaire de la plus grande société de transport du pays, veut organiser un bal pour nous. Les filles sautillaient comme des chèvres folles. Les garçons se frappaient la poitrine d'orgueil. Même les surveillants, d'habitude aussi aimables que des buffles enrhumés, affichaient des sourires dignes d'un mariage royal. Monsieur Bacot. Son nom seul faisait trembler les murs de Boucanda. Riche, puissant, généreux, disait-on. Son cortège de voitures de luxe faisait lever la poussière sur des kilomètres. Il veut motiver les jeunes à bien travailler. Il va donner des bourses. Il offrira même des smartphones dernier cri aux meilleurs danseurs. Ah, pauvres âmes crédules. Le lycée entier fut transformé en un royaume éphémère. Des rubans en plastique coloré pendaient des arbres comme des offrandes aux ancêtres. Une estrade fut montée à la hâte, avec des haut-parleurs si puissants qu'ils faisaient vibrer les calebasses dans les maisons voisines. Et, bien sûr, la nourriture coulait à flot, riz parfumé, brochettes de mouton, jus sucré à en coller les doigts. Les filles, ce soir-là, étaient des étoiles tombées sur la terre. Habillées dans des robes achetées ou empruntées à la tante de la cousine de l'amie d'une voisine, maquillées comme des reines du cinéma nigérian, elles brillaient. Aïssata portait une robe rouge sang qui semblait murmurer des promesses à chaque mouvement. Fatoumata, dans sa robe bleue trop grande, souriait si fort qu'on aurait pu voir son bonheur depuis la lune. Chidama avait osé une robe verte éclatante, défiant le monde entier du regard. Et Mireille, pauvre Mireille, elle semblait n'avoir pas changé, simple, jolie malgré elle, tremblante d'excitation et d'appréhension. Oh, les hommes d'affaires. Les fauves habillés en agneaux. Les voitures, d'abord. Noires, rutilantes, grognant doucement comme des panthères de métal. BMW, Mercedes, Lexus, des marques que la bouche des élèves prononçait comme des prières. Des parfums capiteux roulèrent sur la foule, comme des vagues invisibles. Du Paco Rabanne, du Dior, des senteurs qui parlaient d'argent, de pouvoir, de vie facile. Les hommes descendirent de leur bolide comme des rois d'un autre monde. Costume 3 pièces, montre qui clignotait de diamants sous le clair de lune, lunettes sombres même sous les projecteurs. Et surtout, les billets. Les billets. Brandis comme des mangues mûres au marché. Ici, un billet de 10 000 francs glissait nonchalamment dans la poche d'un surveillant complice. Là, un clin d'œil accompagné d'un billet à une jeune fille rougissante. Le piège se refermait avec la douceur d'une main caressant un tambour. Aïssata fut la première à être approchée. Un homme, la cinquantaine avenante, un sourire aussi large que dangereux, s'inclina devant elle avec un air de prince charmant. Belle étoile, que dirais-tu d'un voyage à Abidjan dans ma Range Rover toute neuve? Ses yeux brillèrent. Pas par amour, non. Par faim de grandeur. Puis Chidama, farouche au début, mais ébranlé quand un autre homme, plus jeune et plus beau que la moyenne, lui fit tourner la tête avec des promesses de téléphone dernier cri et d'un appartement en ville. Fatoumata, douce colombe, rougit jusqu'aux oreilles quand un homme à la barbe soignée lui murmura qu'il la voyait déjà ouvrir sa propre boutique de mode à Dakar. Mireille. Mireille, comme d'habitude, suivit. Pas par conviction. Par peur d'être seule, abandonnée dans ce bal de rêve où chacun semblait choisir son destin. La nuit bascula. Les danses, d'abord timides, devinrent endiablées. Les rires innocents cédèrent la place aux regards lourds de sous-entendus. Les projecteurs colorés brouillèrent la frontière entre rêve et réalité. Aïssata dansait, le cœur en feu. Chidama riait à gorge déployée, sa main fermement tenue par son homme d'affaires. Fatoumata, timide, se laissait guider. Mireille, tremblante, acceptait une boisson qu'elle n'aurait jamais dû boire. Cette nuit-là, la ville de Boucanda vit tomber 4 étoiles. Elles ne s'éteignirent pas d'un coup. Non. Elles glissèrent lentement, traçant derrière elles des traînées de regrets encore invisibles. Ce qu'elles ne savaient pas encore, c'est que dans chaque billet brandi, dans chaque promesse de voyage, dans chaque voiture de luxe, se cachait le prix du désespoir. Car les hommes d'affaires, ces loups vêtus de soie, étaient tous mariés jusqu'au dernier bouton de leur chemise.
Il jouait pour une nuit. Pas pour une vie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Il était une fois, dans une ville africaine où les routes ressemblaient à des serpents poussiéreux et où les taxis jaunes se prenaient pour des guépards enragés, un lycée qui portait un nom plein d'espoir, lycée Lumière des Savanes. Ah, que c'était beau à voir autrefois, hein. Les jeunes filles, tresses bien serrées, jupes bleues flottant comme des étendards dans le vent, couraient dans la cour de récréation, riant avec la légèreté des feuilles d'acacia. On entendait les enseignants crier. Allez, entrez en classe. Même les poussins ne passent pas toute la journée à picorer dehors. Mais ce jour-là, ce jour-là, le ciel lui-même avait décidé de pleurer. Une pluie lourde, une de ces pluies épaisses comme de la bouillie de 1000 mâles remués, tombait sur la cour vide. Pas un rire. Pas un cri. Pas une seule course d'enfants. Rien que des gouttes qui frappaient le sol avec la lourdeur des regrets. Au milieu de cette scène noyée, une chaussure d'écolière, toute seule, flottait dans une flaque. Pauvre chaussure, orpheline de son pas. Elle tournait sur elle-même doucement, comme une danseuse fatiguée d'avoir trop cru aux promesses du bal. Sous un vieil abri d'autobus, tout tordu par les années, il y avait une jeune fille. Pas plus haute qu'une gerbe de maïs. Le ventre, gonflé par une grossesse trop lourde pour ses rêves d'enfant. Elle pleurait, silencieusement, comme pleure un ciel au crépuscule, quand il sait que demain n'effacera rien. Sa robe scolaire, jadis bien repassée pour la rentrée, pendait sur elle comme un tissu volé à la dignité. Son sac, éventré, laissait s'échapper des feuilles maculées de boue et d'encre effacée. Elle avait perdu ses livres, perdu ses amis, perdu son chemin. Et c'est là qu'une voix sortie des entrailles de l'Afrique elle-même, une voix douce et rude à la fois, s'est élevée doucement, portée par le tonnerre lointain. Là où les rêves devraient grandir comme le mil sous le soleil, certains rêvent fanent avant même de voir la moisson. Aïssata n'avait pas toujours été cette fleur fanée sous la pluie. Non, non, non. Quelques mois plus tôt, elle riait de toutes ses dents, blanches comme des cailloux de rivière, elle rêvait de devenir avocate pour défendre les femmes du village, elle jurait qu'elle ne laisserait jamais un homme gâcher sa vie. Mais les choses, dans cette ville, ne sont jamais aussi simples que les contes de grand-mère. Dans les rues, entre les beignets brûlants et les vendeurs d'oranges poussiéreuses, il y avait des promesses qui brillaient plus fort que le soleil de midi. Un portable dernier cri pour quelques rendez-vous amicaux. Une robe importée de Paris pour un simple sourire. Un voyage à Abidjan, Dakar ou Douala, juste pour accompagner un oncle au séminaire. PFFF. Les oncles, mon frère. Des hommes avec le ventre bombé comme des tambours, la laine qui sent la bière chère, et la bouche pleine de fausses paroles. Ils semaient des rêves comme on jette des graines sur un sol brûlé. Et Aïssata, comme ses camarades, avait tendu la main, croyant attraper le ciel. Mais elle avait juste saisi une poignée de vent empoisonné. Sous l'abri, pendant que la pluie lavait les souvenirs, elle serrait son ventre arrondi avec une tendresse amère. Chaque larme qui tombait sur ses joues creusait un sillon, comme la saison sèche craque la terre du village. Pas de parents pour la consoler. Pas d'amis pour la soutenir. Pas de Papa Bako, ce riche homme d'affaires qui lui avait promis le monde en échange de quelques heures d'innocence. Ils étaient partis. Tous. Il ne lui restait que la pluie. Et son ventre, témoin silencieux de la ruse des adultes. Voit la ville se dessiner comme un vieux tableau de sable et d'or, sous le grand parapluie du soleil africain. La ville s'appelait Boukanda, même si ses habitants, espiègles comme des singes savants, la surnommaient tendrement. La ville qui ne dort pas même quand le coq chante. Boukanda, c'était une chanson vivante, une cacophonie douce comme un balafon endiablé. Les klaxons hurlaient comme des chèvres effrayées, même là où la route était vide. Les vendeuses de beignets, armées de bassines d'aluminium luisantes, criaient. Beignets chauds, sucrés comme les lèvres d'une première épouse. Les enfants, mi-nus, mi-étoilés de poussière, couraient après des pneus de vélo, riant avec une joie si pure que même les anges devaient en être jaloux. Les odeurs. Ah, les odeurs. Poulets grillés au coin des ruelles, bananes rôties bavant leur sucre sur les braises, parfums entêtant du savon noir et des mangues trop mûres. Partout, la vie débordait comme une calebasse trop remplie. Et au cœur de ce tourbillon, planté fièrement comme un grand baobab, trônait le lycée Lumière des Savanes. Un lycée pas tout jeune, avec des murs repeints 20 fois sans jamais réussir à cacher les rides du temps. À l'entrée, un panneau penché paresseusement.
Science et sagesse sont les ailes de la réussite. Mais tout le monde savait que la seule chose qui volait vraiment ici, c'était les couvre-chefs emportés par les rafales de vent capricieux. La vie au lycée? Un théâtre de 1000 comédies. Les garçons jouaient les coqs, bombant le torse, lançant des vannes plus affûtées que les machettes du marché. Les filles, elles, dansaient entre rire et rêve, esquivant les regards comme des papillons entre les épines. Les professeurs, fatigués mais dignes, prêchaient la bonne parole entre deux crises de nerfs contre la poussière ou les interruptions d'électricité. Et au milieu de cette jungle éducative, il y avait nos héroïnes. 4 perles au destin noué comme les fils d'une même natte. Aïssata la meneuse charismatique et ambitieuse. Aïssata n'était pas née pour suivre. Oh non! Depuis toute petite, elle avait ce feu rare dans les yeux, ce regard capable de convaincre même un buffle de danser sur une corde. Grande, fine, avec une peau de cacao luisant sous le soleil, elle marchait comme une reine oubliée du Sahel. Quand elle riait, tout le lycée semblait vibrer. Quand elle parlait, même les moustiques faisaient silence pour écouter. Aïssata rêvait grand. Très grand. Devenir avocate internationale, porter des robes de créateur, défendre les femmes opprimées et, pourquoi pas, faire la une des journaux. Mais, car dans chaque rêve africain, il y a toujours un « mais, têtu comme une chèvre », la fin des rêves coûte cher dans une ville où même les maîtres dorment parfois le ventre vide. Aïssata savait cela. Et elle voulait plus. Beaucoup plus. Trop vite. Fatoumata, c'était une chanson douce. Petite, rondelette comme une mangue bien mûre, elle avait des yeux si tendres qu'on aurait dit qu'elle pleurait même en riant. Toujours en train de mâcher quelque chose, un chewing-gum, un bout de stylo, ou ses rêves eux-mêmes, elle parlait lentement, posément, comme si chaque mot devait demander la permission à son cœur avant de sortir. Son rêve? Être styliste. Habiller les femmes de son quartier avec des robes si belles qu'elles oublieraient leurs soucis quotidiens. Mais Fatoumata. Elle croyait trop aux promesses. Même celles murmurées par des voix qu'elle aurait dû fuir. Chidinma la rebelle flamboyante. Ah, Chidinma. Un feu sous forme de fille. Petite, nerveuse, éclatante, avec des tresses rouges comme le crépuscule. Elle n'écoutait personne. Même pas elle-même. Fille d'une famille nombreuse, habituée à crier plus fort que ses frères pour exister, Chidinma avait décidé très tôt qu'elle ne serait pas une femme soumise, non non. Elle voulait devenir journaliste. Aller dans les zones interdites. Écrire des articles si puissants que même les présidents trembleraient. Mais sa colère contre l'injustice l'aveuglait parfois. Et sous ses airs de lionne, elle cachait un cœur fragile, prêt à croire qu'un sourire et une belle voiture étaient des preuves d'amour. Mireille la timide effacée. Mireille, la petite flamme timide que le vent de la vie menaçait d'éteindre à tout instant. Fille unique, protégée jusqu'à l'étouffement par une mère couturière, elle vivait comme une ombre derrière les 3 autres. Toujours dernière en tout. Toujours à hocher la tête. Toujours à rire quand les autres riaient, même quand elle ne comprenait pas la blague. Son rêve? Elle n'osait même pas en avoir. Peut-être devenir enseignante, disait-elle timidement, comme si même ses propres mots étaient trop lourds à porter. Les jours ordinaires au lycée Lumière ressemblaient à une suite de petits miracles quotidiens. Les filles se retrouvaient sous le grand manguier à la pause, échangeant des secrets qui n'étaient jamais vraiment secrets. Aïssata dictait les plans, nous, on va finir riches. Les garçons vont se battre pour nous. Fatoumata griffonnait des robes de princesse sur ses cahiers de maths, pendant que Chidinma déclenchait des débats sur les droits des femmes. Mireille, elle, faisait des cœurs avec son crayon, rêvant d'une vie douce et sans cris. Les examens approchaient parfois comme une armée menaçante, mais elle s'en moquait. On va réussir, on est les reines du lycée, criait-elle en chœur. Ah, c'était une époque bénie, où les rêves étaient encore des bulles de savon brillantes dans le ciel. Mais au coin de chaque rêve, le monde adulte, avec sa brutalité crue, préparait ses pièges comme le chasseur prépare ses filets invisibles. Les filles s'étaient rencontrées en secret, à la lueur des lampes à huile dans la petite maison de Fatoumata, celle où la mère de la jeune fille, Maman Dior, disait toujours. Il n'y a pas de place pour la honte ici, ma fille. Il y a seulement du courage et des rêves. Mais ce soir-là, les rêves avaient pris une couleur différente. Un rêve devenu un piège, tissé de soie et de faux espoirs. Le serment fut prêté. Aïssata, la meneuse, toujours avec son sourire acéré, qui savait manipuler les mots comme une danseuse manie ses bras, s'était levée d'un bond.
Elle n'était pas comme les autres filles, oh non. Elle avait l'ambition dans les yeux et la fierté dans les jambes. Elle regarda chacune des filles dans les yeux, leur faisant comprendre que ce pacte, ce secret ne devait jamais être brisé. N'oubliez jamais, mes sœurs, nos rêves valent plus que tout. Nous devons nous protéger les unes les autres. Personne ne doit savoir ce que nous faisons. Pas même les enseignants. Pas même nos familles. Nos sponsors sont nos anges gardiens. Ils nous ont donné une chance. Nous ne devons jamais trahir leur confiance. Aïssata parlait comme une déesse de la stratégie. Elle connaissait les règles du jeu, même quand il était malhonnête. Fatoumata, douce et naïve, avait les yeux embués de larmes. Elle n'avait pas vu venir la réalité. Mais elle savait que l'avenir de ses rêves était là, devant elle, dans les poches bien pleines de Monsieur Bako et de ses acolytes. Elle hochait la tête, murmurant timidement. Oui, Aïssata. Nous devons rester soudés. Personne ne doit savoir. Ces mots étaient innocents, mais il y avait un poids derrière. Shidama, l'esprit rebelle, se sentait plus libérée que jamais. Elle avait déjà goûté au luxe, porté des robes que les autres filles du quartier ne verraient jamais. Elle se permettait de sourire à l'idée de leur petit secret, bien qu'une petite voix intérieure lui murmurait que quelque chose n'allait pas. On n'a rien à perdre, de toute façon. Et si ça nous permet d'aller plus loin ? Dit-elle, avec son regard perçant, presque sans pitié. Mireille, la timide, la plus effacée, avait simplement accepté le pacte sans mot dire. Elle n'avait jamais voulu être exclue, elle avait toujours vécu dans l'ombre, et cette fois, elle était prête à accepter ce qui se présentait comme la lumière. Elle murmurait, presque à peine audible. Mais, et si nos parents savaient ? Elle avait peur, mais elle s'était trop souvent sentie invisible. Et ainsi, le pacte des illusions fut scellé sous la lueur de la chandelle, dans un silence lourd de non-dits. Chaque fille, à sa manière, avait accepté de s'éteindre un peu plus, pour voir briller un peu plus fort ce rêve factice qu'elle pensait avoir entre les mains. Les absences commencèrent. D'abord légères, comme des nuages qui ne semblaient pas dangereux. Les filles n'avaient plus le temps pour les cours. Pourquoi ? Parce que leur rêve de richesse était plus important que les leçons de géométrie. Une petite maladie, un petit certificat médical, et hop. Personne ne saura qu'on a séché. Aïssata, avec son esprit de leader, leur avait montré comment manipuler la réalité à leur guise. Un certificat médical en faux de la clinique d'un ami. Une visite urgente, chez une tante malade, un cousin en besoin de soins. Elles étaient désormais des ombres invisibles dans les salles de classe, toujours présentes sur le papier, mais jamais sur les bancs. Les scènes glamour déferlaient comme une mer calme avant la tempête. Les filles se retrouvaient à des hôtels 5 étoiles. Des chambres avec des draps aussi blancs que des nuages de coton. Des piscines où l'eau bleue semblait refléter les promesses d'un avenir radieux. Les garçons d'affaires étaient là, comme des princes modernes, leur sourire perçant façonnant l'illusion d'une vie parfaite. Chaque photo, chaque selfie pris avec des robes de soirée étincelantes, des bijoux en or et des sourires inoubliables, était partagé sur les réseaux sociaux, montrant au monde une façade éclatante. Aïssata, toujours celle qui savait comment capturer l'attention, se faisait photographier en premier. « Regardez-moi bien, je suis l'avenir, je suis celle qui brille, celle qui a su saisir son destin », pensait-elle, tout en affichant un regard de confiance dans chaque cliché. Fatoumata se contentait d'être là, dans l'ombre de la scène. Mais dans ses yeux brillait une lueur de satisfaction injustifiée, fragile. Chaque selfie était une manière de se convaincre que le rêve était réel. Shidama, toujours plus provocante, posait comme une reine conquérante, un doigt en l'air, défiant toute morale. Elle adorait ce pouvoir temporaire, même si un petit doute persistait. Mireille, toujours hésitante, prenait des photos pour ne pas se sentir exclue, pour se prouver à elle-même qu'elle faisait bien partie de l'histoire. Elle souriait, mais ses yeux trahissaient une solitude intérieure qu'elle ne pouvait ignorer. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Vous savez, en Afrique, quand une jeune fille commence à sentir les premiers symptômes d'une grossesse, tous les regards se tournent vers elle. Tout le monde murmure. Le ventre qui grandit est un secret partagé entre la mère, la terre et les ancêtres. Mais ici, chez nos héroïnes, le ventre ne portait pas de bénédiction. Non, non, il portait la lourde marque de l'erreur. Tout a commencé par une, puis deux, puis trois, jusqu'à ce que, une à une, toutes les filles soient prises dans ce piège.
Aïssata, qui croyait pouvoir contrôler son destin, se retrouva à pleurer dans les bras de sa mère, le regard vide, le ventre déjà rond. Mais, dans son regard, un éclair de déception et d'incompréhension. Comment en était-elle arrivée là, elle qui avait tant rêvé d'indépendance? Elle, la leader, la plus sûre d'elle. Fatoumata, douce et naïve, se retrouva paralysée par la peur. Elle n'avait pas voulu ça. Les rêves de devenir médecin s'étaient envolés avec le fardeau de sa grossesse, une grossesse qui venait interrompre tous ses projets d'avenir. Elle ne savait plus qui elle était. Chidinma, la rebelle qui n'avait jamais écouté les avertissements, se retrouvait maintenant piégée par un corps qu'elle ne reconnaissait plus. Cette grossesse n'était pas un signe de victoire. Non. C'était un signe de sa trahison intérieure, un retour de bâton pour sa recherche insensée de pouvoir et de liberté. Et puis, il y avait Mireille, toujours timide, qui, dans une crise d'angoisse, s'enferma dans sa chambre. Comment avait-elle pu ne pas voir la mère d'arriver? Chaque jour, elle attendait un message des hommes, mais aucun message ne venait. Aucun appel. Juste du silence, un silence qui criait la vérité. Mais à ce moment-là, le silence des hommes devenait plus fort. Les appels ignorés, les messages WhatsApp non répondus, les numéros bloqués un à un. Les rêves d'argent facile et de luxe étaient devenus des chaînes invisibles. Les filles, qui pensaient avoir signé un pacte avec le diable, se retrouvaient à courir après des hommes qui n'étaient plus là. Les hommes étaient partis, et leurs numéros étaient maintenant des fantômes numériques, flottant dans le vide. Aucune réponse. Aucun salut. Rien. Juste des mensonges dans l'air, des promesses brisées, et les femmes laissées à se débrouiller seules. La honte, comme un nuage, s'abattait sur elles, menaçant d'engloutir leurs espoirs. Aïssata, toujours la plus astucieuse, tenta de contacter Monsieur Bako, l'homme d'affaires qu'elle avait suivi aveuglément. Mais rien. Pas un mot. Fatoumata appela le numéro de son « sauveur » pour lui annoncer sa grossesse. En retour, elle eut un blocage immédiat, suivi d'un message « Ce n'est plus de ma responsabilité. Prends soin de toi. » Chidinma, rebelle jusqu'au bout, tenta de s'imposer dans ce silence en envoyant des menaces. « Je sais où tu vis. Ne pense pas que tu t'en sortiras si facilement. » Mais la réponse, c'était juste un son de « buzz » du téléphone, signe que le contact avait été rompu. Mireille, avec son cœur fragile, attendait encore et toujours un miracle. Mais ce miracle ne viendrait jamais. L'humiliation publique arriva à la vitesse de la lumière. Et là, tu as vu, ce que tout le monde redoutait, des photos fuitées d'elle, devenues le centre d'une rumeur dévastatrice dans tout le quartier. Tu sais, le village est une petite communauté. Dès qu'un chat se gratte, tout le monde l'entend miauler. Alors imagine ces photos qui circulent comme des graines de mil dans le vent. Les filles devenaient des objets de moquerie, des cibles faciles à accuser. Chaque coin de rue, chaque banc de marché, chaque réunion sous le baobab, les discussions étaient les mêmes. As-tu vu Fatoumata? Elle a un ventre. Et Aïssata, elle n'est plus celle que tu croyais. Leurs rêves se transformaient en malédiction, et les regards de pitié et de mépris devenaient leurs nouveaux compagnons. Le pire arriva. Le lycée, ce lieu qu'elles considéraient comme une échappatoire à leur village, leur refuge, les expulsa pour déshonneur. Leurs noms furent inscrits dans les registres des mauvais exemples, et le mauvais exemple était quelque chose que personne ne pouvait supporter. Les élèves se faisaient un plaisir de les pointeurs du doigt. Le regard des enseignants était devenu plus lourd que des briques, et leurs expulsions furent justifiées par des mots aussi simples qu'écrasantes. Pour l'image de l'école. Pour les autres élèves. Comme si l'honneur de l'établissement reposait sur leur tête. Le jour où tout a basculé, Fatoumata s'est retrouvée au bord de la rivière, là où les eaux sont profondes, où les esprits ancestraux murmurent. Elle n'avait plus de place dans ce monde. Elle pensait que la rivière serait sa libération, qu'elle pourrait enfin se noyer dans l'oubli, fuir la honte qui l'étouffait. Mais, tu vois, même dans la douleur la plus profonde, l'espoir refuse de mourir. Elle se tenait là, les yeux pleins de larmes, une âme brisée, prête à se donner à l'eau. Les autres filles, les amies de toujours, sont arrivées juste à temps. Mireille s'est précipitée, comme un oiseau qui se jette dans la tempête pour sauver son amie. Elle a couru, elle a crié. Mais tout ce qu'elle a entendu, c'est le silence d'une amie perdue. Et tu vois, le vent a soufflé fort, mais Fatoumata n'a pas cédé. Elle a pleuré, mais elle n'a pas plongé. Pourtant, au fond d'elle, une part d'elle était déjà au fond de l'eau,
noyée dans ses regrets. Ensuite, il y a eu Aïssata. La meneuse. La plus audacieuse. Elle, la fille qui croyait que la vie lui obéirait, que son charisme pouvait déplacer des montagnes. Elle avait confronté Monsieur Bacot, l'homme d'affaires, l'homme qu'elle croyait son sauveur. Elle l'avait accosté dans la rue, sous les yeux de tout le monde. Oh, cher lecteur, tu aurais dû voir cette scène. Aïssata était prête à tout pour lui demander des comptes, pour lui dire, avec toute la rage du monde, que ses mensonges n'étaient plus tolérables. Elle s'est avancée, son regard incandescent, sa voix forte. Elle voulait le confronter, lui faire payer le prix de ses illusions brisées. Mais, tu sais, ce genre d'homme avec des poches pleines de billets et des rêves démesurés, il n'a pas l'humilité qu'il faut pour comprendre. Il l'a giflé, d'un coup sec, un bruit douloureux qui a résonné dans l'air, comme un éclat de verre brisé. Et là, devant tout le monde, il l'a traitée de « prostituée », comme si ses propres désirs l'avaient réduite à une marchandise, une simple marchandise dans un marché de luxe. Prostituée. Ce mot est sorti de sa bouche comme une épine lancée au visage d'Aïssata, et tout le monde a entendu. Les témoins ont vu. Les murmures ont éclaté comme un orage, frappant leurs oreilles avec des mots de dédain. Aïssata s'est écroulée, et le sol sous elle semblait tout à coup être la terre d'un autre monde, un monde où elle n'avait plus de place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Chidinma aussi, elle a eu sa part de douleur. Elle, la rebelle, celle qui croyait que son corps était invincible, que sa liberté ne serait jamais soumise, elle a vu son propre monde s'effondrer en pleine rue. Elle a fait une fausse couche, en plein milieu de la ville, sans avertissement, sans préparation. Le petit être qu'elle portait, celui qui représentait toutes ses illusions, a été arraché à elle par une douleur physique si vive qu'elle l'a paralysée. Elle s'est effondrée sur le pavé, sous les regards curieux des passants, les jambes tremblantes, le visage marqué par la souffrance. Son cri, oh, son cri. C'était un cri qui venait du fond de l'âme, un cri qu'on n'oublie jamais. Le vent a soufflé plus fort ce jour-là, tu vois. C'était un vent de chagrin, de défaite, de trahison. Les filles qui avaient cru pouvoir s'élever par leurs propres moyens se sont retrouvées rejetées par le monde, abandonnées par ceux qui les avaient manipulées, et surtout, abandonnées par elles-mêmes. Le prix du rêve était bien plus élevé que ce qu'elles avaient imaginé. La rivière, le sol, et le corps, tout a été témoin de leur chute. Après tout ce qu'elle a vécu, après la trahison, l'humiliation et les larmes, Mireille s'est retrouvée complètement rejetée par sa famille. Ses parents qui, auparavant, la regardaient avec des yeux pleins d'espoir, la voyaient désormais comme une fille déchue, un poids mort dans leur vie. Ils l'ont chassée, l'ont rejetée à cause de ce qu'elle était devenue, de ce qu'elle avait cru être. Mais le rejet des autres ne fait que renforcer la détermination de l'âme. Là où elle pensait que le monde allait l'écraser, une lumière s'est allumée. C'est là qu'est entrée dans sa vie Maman Binta, une vieille vendeuse de beignets, un personnage que tout le village connaissait et qui, malgré son âge, semblait posséder une sagesse profondément ancrée dans les traditions du passé. Maman Binta, avec ses yeux doux et son sourire bienveillant, n'avait jamais connu les luxes de la vie, mais elle avait quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait acheter, l'humanité. Maman Binta, voyant la détresse de Mireille, a pris la jeune fille sous son aile, la recueillant chez elle, dans sa petite maison de terre rouge, toute simple, mais pleine de chaleur. Elle n'a pas posé de questions, ne lui a pas demandé d'expliquer son passé. Elle savait simplement qu'elle devait l'aider à se relever. Et, à son tour, Mireille a redonné son cœur à la vie, en retrouvant ce qu'elle avait perdu, l'espoir. Mireille et Maman Binta ont ouvert une petite échoppe de beignets, tout près du marché, sous l'ombre des manguiers. Tu vois, ce n'était pas une grande affaire, mais c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique, de véritable. Maman Binta lui a appris à faire des beignets légers comme des nuages, à manipuler la pâte avec des mains qui connaissaient bien la terre, à faire frire chaque petit beignet dans une huile chaude qui embaumait l'air de douceur et de chaleur. C'était un début modeste, mais c'était le début d'une reconstruction, et parfois, c'est tout ce dont on a besoin, un petit coin de paix où commencer à rebâtir sa vie. Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire, qui nous enseigne que la patience est essentielle dans la vie, et que le respect de soi est la base de toute réussite. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour l'avis et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.